Bonjour à tous, merci de m'avoir convié à participer à cette séance de cas clinique. Moi je vais vous parler de Madame B qui a 67 ans, qui vient nous voir en consultation pour des lomboradiculalgies bilatérales et une claudication à la marche. Elle n'a pas beaucoup d'antécédents médicaux, elle a une colectomie gauche et une PTH droite, elle est infirmière retraitée, puis elle était très sportive avant l'apparition de ses douleurs. Elle se plaint de cruralgie bilatérale et de sciatique bilatérale prédominant à gauche, et puis elle a vu apparaître au fur et à mesure de ces années une déformation rachidienne. Elle est autant lombalgique que radiculalgique, elle a un périmètre de marche de 20 minutes, un signe du CADI positif et une inclinaison latérale gauche de 4 cm. Elle a eu un traitement médical très complet, associant un traitement infiltratif et rééducation en ville et en centre. Voici sa télécolonne, ainsi que ses paramètres frontaux et sagittaux. Quelle classification utilisez-vous pour vous aider dans votre démarche diagnostique au quotidien, si vous les utilisez? Personne n'utilise de classification, donc c'est ça. Est-ce que ceux qui en utilisent peuvent lever la main, même s'ils ont peur de détailler? Bon, bah, tu as ta réponse, Brio, j'ai l'impression. Donc, il y a plusieurs classifications possibles. Je voulais juste souligner celle du travail de l'European Spine Study Group, qui a sorti en 2020 un modèle simplifié de la classification SRS Schwab. Ils ont créé 3 groupes en fonction de l'addition des modificateurs sagittaux qui sont présents dans cette classification. Donc, il y a la soustraction incidence pelvienne moins lordose lombaire, la SVA et la version pelvienne. Et donc, à chaque fois, c'est 0+, 1+, ou 2+. Et en additionnant ces résultats, ils ont créé 3 groupes. Un groupe aligné, un groupe déformation modérée, un groupe déformation sévère. Et ils ont, dans cette étude, permis de montrer une bonne corrélation entre l'impact fonctionnel et la présence d'une indication opératoire. Donc c'est un outil qui est assez simple et qui peut être utilisé dans la démarche diagnostique et thérapeutique. Donc, voici son IRM. Donc de droite à gauche. Et en axial, c'est à partir du disque L2, L3. Donc, on a, au vu du traitement médical qui a déjà été bien mené et bien poussé, on a proposé, commencer à discuter d'une chirurgie avec cette patiente qui l'a accepté. Et donc, quel examen complémentaire demandez-vous avant de la revoir en prochaine consultation? Oui. En coupe sagittale? Ouais. Et tu as dit ces symptômes, c'était lombo-cruralgie gauche? Lombo-radiculalgie bilatérale prédominant à gauche. Des cruralgies et des sciatiques. Je vois toute une tripotée d'internes dans le fond de la salle. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Aurélien. Voilà. D'accord. Et quoi d'autre en vue d'une chirurgie assez lourde? Elle est autant lombalgique que radiculalgique. Non, c'était pour... La première question, c'est l'IRM explique-t-elle la symptomatologie? T'as envie de répondre, Benjamin? Je te sens hésitant là. Vous l'entendez dans le fond ou pas? Non. Il faut aller parler au micro sinon. Coronale ouais. pour étudier le pincement foraminal dans la concavité. Probablement, c'est pas ça qui se passe. Mais sur
Et donc les radiographies dynamiques. Oui. Ok. Donc effectivement, voici c'est bending et traction. Donc en fait, on observe qu'il y a une déformation lombosacrée à convexité. Nous, on met les radiographies de dos, donc la gauche est à gauche et la droite est à droite. Il y a une déformation lombosacrée à convexité droite et une contre-courbure lombaire qui tente de maintenir la tête au-dessus du bassin. Et la contre-courbure reste plutôt souple et la courbure lombosacrée reste très raide. Et à la malle à gauche. À l'examen clinique, les hanches sont indolores. Et j'ai remis cette frise de la conférence d'enseignement de la SFCR de 2025 pour ne pas oublier que le dépistage des facteurs de risque de complications quand on se rapproche de la chirurgie, donc avec l'ostodensitométrie, un bilan nutritionnel et puis au moins un bilan avec un cardiologue, voire un pneumologue. Hop. Alors, quelle stratégie chirurgicale proposez-vous ? Le diagnostic, c'est une scoliose lombaire dégénérative chez une patiente qui se plaint autant de lombalgie que de radiculagie. Mm. 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 Et qu'est-ce que tu lui proposes alors, maintenant que tu as le diagnostic ? Maintenant qu'on a le diagnostic, on commence à analyser. Bon, la première des choses, c'est qu'elle est déséquilibrée. Il y a une gîte frontale. Tout le monde est d'accord qu'il y a une gîte frontale. Il y a une gîte aussi sagittale, décompensée parce qu'elle rétroverse, mais pas assez, pour pouvoir se rééquilibrer. Donc il y a un geste de rééquilibrage à faire. Donc décompression, instrumentation et correction dans un geste de fusion. On peut commencer par parler d'un geste d'arthrodèse extensive de T10 au T11 au sacrum, libération canalaire et foraminale. On en profite pour faire les Smith-Petersen sur 3 à 4 étages pour assouplir la scoliose et insister sur la réduction après un ancrage sacré ou iliosacré solide à corriger la contre-courbure lombosacrée. Parce qu'en absence de correction de contre-courbure lombosacrée, on va se retrouver avec une gîte frontale post-opératoire très difficile à rattraper par le passé, dans le futur. Et je pense qu'elle n'a pas besoin d'OTP pour le moment. Le rachis est souple, donc on va pouvoir, avec les Smith-Petersen, corriger la chose. Dans un deuxième temps, mais ça dépend effectivement des avis des uns et des autres, il y en a qui sont plus TELIF dans le même temps, c'est-à-dire pose de cage intersomatique pour étayage antérieur, instrumentation à la fois antérieure et postérieure pour obtenir le maximum de chances de fusion. Et il y en a qui sont plus deuxième temps opératoire, où on va faire une pose de cage par voie antérieure ou latérale en prenant en compte la colectomie qu'elle vient d'avoir, la colectomie gauche qui a été faite en 2018 ou 2016, donc plutôt par voie rétropéritonéale plutôt que par voie transpéritonéale. Et dans un deuxième temps, on peut se poser la question de la hanche. Je sais, pour l'instant, il n'a pas dit si la hanche était raide ou pas. Parce que ça conditionne d'abord la stratégie. Est-ce qu'on pose la PTH d'abord ou est-ce qu'on fait l'instrumentation après ? Et tu fais jamais une correction antérieure première ? Surtout qu'il y a une grande IP, on peut se dire qu'il faut une grande lordose. Oui, je le fais, mais pas quand ils sont sténosés. Ok. Pas quand ils sont sténosés, j'ai trop peur du syndrome de la queue de cheval post-opératoire. Donc je décomprime d'abord et je pose les cages après. Et donc vous commencez par une alif ? Non, je ne commence pas par une alif. C'est ce que je viens de dire. Je commence par corriger, décomprimer, instrumenter, et ensuite poser les cages dans un deuxième temps par voie rétropéritonéale, pour éviter les soucis d'une voie transpéritonéale qui peuvent être préjudiciables. Après, il faut se poser la question de la hanche. Est-ce qu'elle est raide ou pas ? C'est la question
la question n'a pas été posée. Si la hanche est raide, je conseille d'abord de commencer par la PTH d'abord. Ça permettra d'assouplir le segment sous-pelvien. Pas par n'importe qui, parce qu'il faut symétriser par rapport à la hanche contralatérale. Il faut tenir compte de la hanche contralatérale pour avoir un centre moyen de rotation de la hanche le plus anatomique possible et s'assurer de l'absence d'inégalité de longueur des membres inférieurs, parce que ça peut être préjudiciable. Ça peut aggraver la scoliose que tu as si tu as une ILMI post-opératoire avec la nouvelle prothèse. Et puis, si la hanche est raide, donc prothèse. Si la hanche n'est pas raide, on peut commencer par l'opération pour l'instrumentation vertébrale. Monsieur Steib, très rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse la fin du cas. Oui, je serai rapide. Moi, je trouve qu'il y a un micmac en L5S1 et le scanner nous aiderait bien à savoir ce qui se passe là-dedans. Justement pour savoir ce qu'on peut faire, parce que la clé de sa chirurgie, c'est en L5S1, le reste, on sait faire. La deuxième chose, on parlait de la hanche, elle a le bassin oblique, elle a une inégalité de longueur, parce que quand on a mis sa prothèse, on a allongé le membre inférieur droit. Donc si elle n'a pas un bassin horizontal, on peut faire toutes les merdes qu'on veut, on n'arrivera pas à faire ce qu'il faut. Voilà, c'est vite fait. Merci. Nous, on a commencé par un premier temps d'ALIF pour restaurer au mieux la lordose lombaire basse. Et après, on a fait un temps postérieur, 5 jours plus tard, avec une instrumentation de T10 au sacrum, un recalibrage canalaire, des arthrectomies totales de L3, L4, L4, L5 et L5, S1. Et on a commencé effectivement par la réduction de la courbure lombosacrée pour réhorizontaliser L4 à l'aplomb du bassin. Une instrumentation à gauche et on a fini par l'instrumentation de T10 à L2 connectée par un domino. Est-ce que quelqu'un a une remarque sur les radios post-opératoires ? Non. Je trouvais pas si oblique, moi, le bassin en préopératoire, monsieur Steib. Je sais pas si... Bah non, il était pas mal, moi, je trouve. Hein. Le petit troc est à peu près au même niveau. Ok. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Est-ce qu'on peut penser un peu plus simplement que de faire une arthrodèse comme ça, tout simplement faire une IRM de la moelle, mais l'IRM, pour voir les zones de compression, parce que c'est une chirurgie récente. Si vous faites une libération simple, elle est tranquille pour quelques années. La hanche, on voit que c'est aggravé. Elle était très lombalgique, la dame. C'était une de ses plaintes principales également. Il y avait une sténose sur l'IRM, une scoliose. On ne peut pas juste faire une libération. On peut aussi localiser quels sont les niveaux par une test d'infiltration, les niveaux douloureux au niveau lombaire. Ouais. L'orientation de la cupule de la hanche a changé. Est-ce qu'on lui explique à la patiente qu'elle peut se luxer la prothèse plus facilement ou pas? C'est Léos, tu penses? Est-ce qu'elle a changé sa version pelvienne ou pas? Okay. Elle a augmenté sa version pelvienne. Elle a diminué sa version pelvienne. Elle antéverse plus son bassin. Antéverse quand même. Ouais. Bon, c'est mieux. Je vous ai... Oui. En fait, en post-opératoire immédiat, cliniquement et radiographiquement, on trouvait qu'il restait une gîte latérale gauche un peu trop importante. C'est vrai. C'est ça qu'il fallait dire. On l'a reprise en contractant sur les dominos, ce qui a pu réduire la gîte résiduelle. Tu sais ce qu'ils ont fait exactement sur le domino, Brio? Bah, non. Une contraction sur le domino. C'est tout, ouais. Okay. Ouais. Non. Ok. Et au cours du suivi, les premiers mois, la patiente ne se plaignait de pas grand-chose. Elle était soulagée de ses radiculalgies. Et à 6 mois, elle a présenté l'apparition d'une cruralgie gauche. Donc elle vient nous revoir en consultation avec un scanner. Elle a une IRM, mais qui était trop artefactée. Et voici les images. Donc elle présente des douleurs à la face antérieure de la cuisse gauche. Je vois des yeux plissés, des Ouais. yeux ébahis. En axial, c'est à partir du corps vertébral de L2. Bon. Avez-vous des remarques sur le scanner ou des idées
sur ce qui pourrait la gêner. Ou des questions. Il y en a qui ont trouvé au premier rang. Oui. Est-ce que vous avez vu une anomalie sur le scanner? Peut-être, oui. Bon, tu l'aurais vu, même si ça va vite, Marc. Je l'ai entendu tout à l'heure. Oui. Effectivement, elle a dégradé complètement sa hanche. Comment? Et au final, effectivement, elle a bénéficié d'une arthroplatie totale de hanche gauche et qui l'a bien soulagée. Et je ne sais pas si vous remarquez, malheureusement, il y a également l'apparition d'un PGK qui est actuellement asymptomatique, donc on commence à suivre.